This meeting is being... C'est bon? Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire thématique sur le thème de la transformation personnelle et de la transformation sociétale collective. Je m'appelle Romain et je vais animer ce webinaire avec Laurent, Anne-Laure et Élise, à qui je vais tout de suite donner la parole pour qu'ils fassent un petit mot de météo rapide. Laurent, c'est à toi. Bonjour, tout le monde. Il y a du monde, c'est chouette. C'est chiant parce que quand il y a trop de monde, on ne peut pas voir tout le monde en même Il temps. a pas On est laissé obligé de la manger. page. Lui aussi, il fait du chien. Ravi d'être avec vous. Moi, je me sens bien. Je suis chez moi. Il fait très beau et il fait beau dans mon cœur aussi. Donc, tout va bien. J'ai dit. Super. Et puis, ben, Élise, toi qui gères le C'est chat bon. et la partie Vendredi. aussi en support technique. Voilà, moi je Comment vais tu être vas? aux manettes pour accompagner la partie technique. Et donc peut-être que des fois j'irai couper des petits micros là où ça fait du bruit et où ça dérange. Et puis je relayerai vos questionnements sur le chat. Et très contente d'accueillir autant de monde pour ce dernier webinaire de fin d'année. Donc bien disposé pour notre heure ensemble jusqu'à 14 heures. Voilà, j'ai terminé. Et puis Élise qui a géré tout le programme de cette année de webinaire, qui a tenu un peu ce fil, ce lead. Merci à toi, Élise. Et puis Anne-Laure qui nous fait aussi la facilitation graphique depuis 2 ans maintenant, bénévolement. Merci Anne-Laure. Je ne sais pas si tu veux donner un petit mot de météo. Et ben moi, je suis très contente aussi de vous retrouver et très ravie. À chaque fois, pour moi, c'est très apprenant aussi d'être là. Donc voilà, ravie de pouvoir soutenir cet effort d'ouverture de l'UDN et de diffusion de toutes ces pratiques et connaissances. J'ai dit. Yes. Et pour ma part, en météo, ben, il fait beau. Je suis un peu speed et je me rends compte que j'ai plus l'habitude. Ça fait 1 an et demi que j'ai fait une pause et je reprends petit à petit les activités au sein de l'UDN et je vois que j'ai pas mon ordinateur comme avant. Il y a plein de trucs qui ne sont pas encore dans mes C'est le routines gars qui installées. monte du régie. Mais c'est cool de reprendre avec ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le signaler, notamment Élise. Vous voyez bien mon Ça écran? vient, ça vient, ça vient et c'est tout bon. On voit bien ton écran. Super. Donc, ce webinaire sur la transformation personnelle, la transformation sociétale, l'intention, ce thème, c'est quelque chose qui est au cœur des croyances de l'UDN dans sa genèse depuis le démarrage. Et puis, on s'est dit, tiens, et si on faisait un webinaire pour déjà remettre au centre cette notion, mais aussi la revisiter, voir qu'est-ce qui potentiellement a évolué dans ce concept, dans cette façon de voir la transformation depuis la genèse de l'UDN. Et donc pour ça, on va voir notamment le témoignage de Laurent, qui est donc Laurent Vanditz, fondateur, un peu personne source de l'UDN, et et donc était au tout début de ces principes un peu fondateurs. Du coup, pour ça, on va avoir quelques grandes parties. Cette idée un peu de revenir à la source, cette rétrospective entre le concept d'origine et quelle est sa place maintenant dans l'approche de l'UDN, dans la vision de l'UDN. Puis après, on va chercher à l'approfondir ensemble, ce concept, en définissant un peu les éléments de cette systémie, transformation personnelle, transformation collective, de regarder cette dynamique, et puis aussi les limites de ce concept. Ensuite, on ira sur une partie un peu plus témoignage de finalement qu'est-ce qui a été transformé, notamment par la gouvernance partagée, de quoi parle-t-on, avec nos témoignages, mais potentiellement le vôtre aussi. Et puis on finira par une petite partie perspective. Qu'est-ce que ça ouvre comme débat plus loin, euh, cette notion de transformation personnelle, C'est transformation bon, il a collective. lancé 20 degrés. Je vous invite dans le chat, partager Il n'est vos pas tempéré en questions, vos France. réactions au fur et à mesure de la présentation ou nos échanges. Il n'y aura pas de temps Alors dédié peut-être à la fin. qu'il va pas. Des fois, il y a un temps de 20 minutes Il va y avoir après autre chose dans le style d'abord. les réactions. Et du coup, Audrey, je veux bien que tu coupes le micro chez toi, on vous entend parler. Je pensais pouvoir faire la fonction moi-même, mais je ne peux pas. Donc, je vais vous laisser couper vos micros et puis vous les rallumerez que quand vous intervenez. Voilà, excuse-moi, Romain, pour Yes. l'intervention. Là. Alors, normalement, je t'ai donné les droits d'animation. Tu n'as pas accès à couper le micro des participants.
Non? Ok, Non, mais chacun, chacune va en prendre soin. On va faire parfait, comme ça. super. Eh bien, nous voilà partis. Le retour aux origines. J'ai retrouvé une vieille photo des cartons. Je sais pas trop où ça a été pris, ça. Je sais pas si tu sais, Laurent, mais ah si, ça va être. Oui, ça, c'était le séminaire en collaboration avec Éric Julien et son équipe sur un stage qu'on avait fait qui s'appelait Au fil de la famille. La photo de gauche, tu parles, hein. Ouais. Voilà, qui était une espèce d'atelier du nous familial d'été où on avait reçu une dizaine, quinzaine de familles avec leurs enfants sur le site de la Comtesse dans la Drôme. Et voilà, c'était là. Eh ben, cette photo, pour nous replonger dans le passé, peut-être tu peux nous dire finalement quelle a été la contribution de ce concept, cette vision à la genèse de l'UDN, pourquoi ça a été important à ce moment-là. Et puis avec le temps, il y a eu cette vidéo en 2017 où tu as fait cette vidéo sur la gouvernance et le mouvement de société. Qu'est-ce que tu en dirais maintenant, quoi? Euh, alors, je crois que l'important du départ, du démarrage, c'était vraiment de constater, mais plutôt à titre personnel. Enfin, moi, quand j'ai commencé à explorer, découvrir et explorer cette idée de transformer notre relation au pouvoir, de transformer nos organisations, que j'ai découvert, notamment les outils de la sociocratie comme la décision par consentement et autres. Tout de suite, moi, j'ai senti profondément qu'il y avait un appel qui m'était fait par ce type de pratique de venir bouger mes postures internes, de sortir de la croyance que j'étais quelqu'un d'hyper dans la coopération et que, comme par miracle, je me serais émancipé naturellement de mes instincts compétitifs, grégaires, que j'étais sorti du pour-contre. Voilà. Et en fait, tout ça m'a amené à regarder que pas du tout. Bien évidemment, j'étais construit depuis une société, depuis des conditionnements profonds et qui me dépassaient même de bien loin. Et qu'en fait, l'appel, il était de venir d'abord revisiter en moi ma relation au pouvoir, à l'autorité, qui était bien distordue d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Euh, d'abord et en même temps, voilà, que je pouvais pas juste penser l'idée de tiens, c'est super, il y a des nouveaux outils, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de voir les choses qui peuvent nous permettre mais qu'il y avait vraiment une partie qui m'appartenait. Voilà. Et donc l'idée de dire, bah, au fond, il y a d'abord peut-être un mouvement qui vient de moi et qui m'amène d'abord à me transformer moi-même ou à me revisiter moi-même, en tout cas dans mes fonctionnements, et que ça va permettre quelque chose de la transformation du système dans lequel je suis. D'où cette vidéo, qui est donc une vidéo qui a ouvert le MOOC en 2017, qui continue à nous suivre. Et alors, tu veux que je dise maintenant ce que j'en pense aujourd'hui ou plus Ouais, tard? ouais, ouais, vas-y, ouais. Finalement, quelle est ta vision maintenant avec 15 ans d'expérience de ce concept un peu source? Bah, le, le- dans l'idée, les choses n'ont pas vraiment évolué dans ce que je pense. Mais quand je regarde la vidéo, il y a quelque chose qui n'est pas présent dans cette vidéo et qui met l'accent énormément sur la responsabilité de l'individu. C'est-à-dire que sur la fin de la vidéo, je parle plutôt de quelque chose qui serait de dire transformons-nous d'abord nous-mêmes avant d'imaginer que le système va transformer, ou en tout cas c'est de ma responsabilité, c'est de ma transformation personnelle que le système va se transformer. Alors aujourd'hui, je vois plus du tout les choses de la même façon, mais ça, je pense qu'on va en parler. D'abord, c'est une boucle vertueuse, donc c'est pas quelque chose qui se termine, c'est pas transformation personnelle, transformation sociétale ou transformation du système ou collective, mais c'est en boucle, c'est transformation personnelle, transformation du système, transformation personnelle, transformation du système. Voilà, puis je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à mettre les choses un peu de façon inversée, en tout cas suivant suivant les situations. Mais il y a des endroits où ce serait plutôt d'abord que le système doit se transformer ou doit se penser comme potentiellement transformant et m'autorisant ou me donnant les moyens de ma transformation. Voilà, donc ce qui n'est pas présent dans cette vidéo, c'est cette conscience qui n'était pas là à l'époque pour moi et pour nous,
bah oui, mais pour me transformer moi-même, il faut encore que le système m'y aide. Il a une responsabilité qui est tout aussi importante que la mienne, voire plus. Mm. Voilà ce que très rapidement j'aurais envie d'en dire. Et j'ai envie de faire le lien aussi avec des contributions qui sont plus récentes aussi, où on a pu mettre euh, en évidence le fait que l'injonction à la bienveillance, à la transformation personnelle, au développement personnel, qui a eu tout un essor pendant un certain nombre d'années, trouve aussi ses limites dans cette responsabilisation un peu trop forte de l'individu, c'est-à-dire en gros c'est à l'individu de se changer et qui a pu être aussi récupéré par euh, une société capitaliste ou des entreprises qui peuvent un peu broyer les individus en leur disant bah, je te paye du coaching ou fais un peu de yoga et apprends à accueillir tout ça, quoi. Donc c'est aussi dans cette perspective-là qu'on avait souhaité faire ce webinaire pour aussi remettre un peu cette complexité un peu plus à jour, un peu plus équilibrée dans... C'est bien les deux, c'est bien un système avec ces différents éléments qui sont en interaction et l'un bouge l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on a envie d'aborder ces questions-là aujourd'hui. Eh bien, du coup, allons-y pour définir un peu qu'est-ce qu'on entend par cette systémie, transformation personnelle, transformation collective. Là, l'idée à présent, et vous êtes invité aussi à contribuer, c'est de se poser cette question déjà du sens de l'organisation vers l'individu, en quoi une organisation influence les comportements des personnes qui la constituent et leur évolution. C'est-à-dire de quelle manière, c'est quoi les éléments un peu concrets qui peuvent être implicites, explicites, mais qui vont avoir cette influence sur la façon dont les personnes euh, se comportent, se vivent, évoluent dans cette organisation en interaction avec les autres. Qu'est-ce qui vous vient donc dans le chat comme élément qui pourrait constituer ces briques? Quand on parle de système, c'est un peu comme des planètes. C'est pour ça que je mettais cette image un peu de la Voie lactée. Euh, c'est plusieurs éléments qui chacun exerce une influence, une attraction, une répulsion sur les autres et qui fait que euh, la- l'action de l'un a un impact sur l'autre. Qu'est-ce qui vous vient là-dessus? Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, on a l'explicite, le management, le cadre, la communication, les règles du jeu, la connaissance du métier de l'autre, les propositions d'organisation, par exemple la circulation du bâton de parole. Hmm. Ok. L'organisation organise des périmètres d'interaction, le rythme, la temporalité, Hmm. les intentions sur les autres, motiver les salariés à devenir acteurs, actrices dans leur organisation, là ça va vite, et les conditions à obéir, la pédagogie interne sur la manière de faire, créer des espaces qui permettent à l'organisation de se regarder dans méta, la Hmm. danse entre horizontalité et verticalité, les croyances. On voit que là, il y a des éléments effectivement implicites ou explicites. Les éléments explicites, ça va être tout ce qui est de l'ordre des processus ou même des temps, effectivement, qui structurent l'agenda, qui vont permettre d'avoir des espaces de parole dans lesquels vont s'exprimer aussi l'implicite, la culture collective, euh, les, les, euh, les valeurs, euh, les, les habitudes sociales, qui peuvent aussi avoir beaucoup d'influence sur ces comportements. Je sais pas si Laurent, toi, tu veux aussi contribuer pendant que nos Il y participants avait une petite mélange. à nous alimenter. Ouais, moi j'étais en train de lire un peu ce qui sort, mais en gros, je suis bien avec à peu près tout ce qui est dit là. Donc je validerai assez bien tout ce qui est proposé. Euh, Moi, j'aurais envie de dire que finalement tout ça, c'est justement comment l'organisation en tant que telle, elle a la conscience de tout ce que vous êtes en train de mettre sur le chat et d'autres choses. Voilà. Comment est-ce qu'elle a conscience d'elle-même dans sa responsabilité, sa responsabilité
effectivement offrir un contenant finalement qui permette, qui soit permissif, qui soit même, je dirais, valorisant au chemin que peut faire l'individu. Alors, elle peut définir tout un tas de choses et mettre en place tout un tas de choses, mais voilà, déjà sortir de quelque chose qui serait de très binaire quant au fait de dire qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient à moi, mais plutôt d'être dans cette envie, en fait, même, je dirais, ce désir d'offrir un contenant qui soit le terreau à développer notre conscience, à changer nos interactions, à transformer nos relations, à autoriser la profondeur, à créer des cadres sains qui permettent de se dire, voilà. Mm. Moi, j'ai aussi en tête, parce que ça a été dit un peu sur le rythme, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, en tous les cas, c'est très fort dans les organisations que je peux, dans la mienne déjà, à l'UDL, mais aussi dans celle qu'on accompagne, où le rythme hyper serré un peu de surcharge ou d'objectifs, de réalisation un peu résultat, contraignent énormément les espaces un peu de respiration, les espaces soit dans l'informel, soit de prise de recul. Et ça, pour moi, c'est aussi un des éléments qui transforme qui contribuent ou pas à l'évolution des personnes. Et là, j'aurais envie de dire qui freinent la capacité d'évolution parce que finalement, les choses qui se vivent n'ont pas le temps de s'exprimer, n'ont pas le temps de se mélanger et de dessiner des pistes d'évolution pour l'organisation ou pour la façon de vivre la situation. Moi, je précise, je vois pas le chat. Je suis un peu aveugle, j'ai mon support devant moi. J'ai pas encore pris Oui, mes places. Donc voilà, s'il y a, hésite pas, Élise, hein, si tu vois qu'il y a des oui, choses. tout à fait. Eh bien, Hélène nous partage que, effectivement, c'est très à la mode, la sociocratie, faire des cercles, etc. Mais finalement, peu de personnes savent ce que c'est et ce que cela induit. Hmm. Pas d'explication, pas le même niveau d'info, etc. Et donc, cette conscience sur finalement la manière dont l'organisation fait des choix, organise ses choix, etc., elle est assez peu conscientisée euh, largement. Et puis, Marie-Dominique nous dit garder en tête l'intention de prendre soin les uns des autres. Voilà. Alors maintenant, on va justement voir euh, l'autre bout de l'écharpe relationnelle entre ce système, cette organisation et la personne. Et se poser la question en quoi la personne, elle influence le devenir et l'évolution de l'organisation, de quelle manière, par quels éléments implicites ou explicites. Alors, la phrase en dessous n'a pas été mise à jour, mais c'est qu'elle a conscience de la personne sur elle-même et de son impact. Donc, est-ce que vous avez en tête des moyens d'action, des moyens d'influence concrètes ou implicites d'une personne dans un système quel qu'il soit? Qu'est-ce qui vous vient? Aider à ralentir, proposer de co-construire un système restauratif, point d'interrogation. Le partage d'informations, être capteur, capteuse, le partage de ses émotions au groupe, de ce qui se passe, essayer d'être exemplaire, désobéir, résister aux injonctions. Je suis Merci d'ouvrir cette diffuseur, porte. diffuseuse d'ambiance. Merci d'ouvrir la porte aussi des organisations qui n'ont pas forcément justement un cadre qui serait, entre guillemets, sain ou permettant en fait justement ces paroles divergentes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un système qui serait justement très hiérarchique, très rigide? Quels sont tous les modes d'action?
pas forcément que celles qui sont souhaitables ou bien vues ou positives. Ouais, c'est marrant parce que quand tu poses cette question, bon, moi, il y a vraiment maintenant vraiment très 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 longtemps que je n'ai pas été euh, à travailler dans un groupe ou dans une organisation qui serait effectivement pas du tout dans ces logiques. Donc, je me rappelle presque plus de ce que ça veut dire. Mais quand j'en accompagne, ce que ça nous arrive, et que c'est vrai que je trouve que l'étau est vraiment serré pour que l'individu puisse agir, si ce n'est que et ça fait partie des choses qui sont dans la vidéo dont on parlait tout à l'heure. Moi, je me rends compte que de toute façon, tant qu'on reste dans des logiques d'opposition frontale, qui sont des rapports de force, mais qui sont nécessaires, enfin, qui sont pas, c'est pas qui sont nécessaires dans ces organisations, c'est que c'est le mode de fonctionnement. Et en fait, tant qu'on est dans ces rapports de force, c'est-à-dire que si je suis effectivement juste dans un rapport d'opposition, je ne fais que renforcer ce que je veux combattre. Euh, si on parle d'organisations qui sont très hiérarchiques et qui sont plutôt importantes, j'ai quand même peu de chances de venir faire bouger des choses. Par contre, ce que je peux créer, c'est peut-être des îlots, et ça, nous, on l'a vu dans des grandes organisations qu'on a accompagnées, créer des îlots qui seraient différents. Parce que tout à l'heure, on parlait de ces organisations, mais fondamentalement, chaque organisation, chaque système, chaque groupe est à l'intérieur d'une organisation plus grande qui lui met des contraintes, qui lui donne des contraintes et qui l'empêche aussi d'être dans une fluidité dans son chemin d'évolution. Par contre, créer des petits îlots, des petits groupes, des petits services, des petits groupes de travail qui décident par eux-mêmes et qui peuvent potentiellement négocier une certaine indépendance quant à leur façon de travailler et qui expérimentent quelque chose de différent ou qui décident effectivement de fonctionner différemment, euh, peut avoir des effets de jeu de qui, peut avoir des effets de viralisation du reste, ou en tout cas de générer de l'intérêt pour d'autres personnes de l'organisation quant à ce qui s'y passe. C'est d'ailleurs ce que font les grosses entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire quand elles décident d'aller vers du changement, des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des mauvaises raisons, je parle de changement profond, elles le font d'abord en expérimentation sur des petits endroits pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a des craintes et les effets positifs qui peuvent être ressentis dans ces petits espaces peuvent être inspirants sur l'espace d'à côté ou sur un espace plus lointain, ou même du coup, ça peut donner cette conscience dont je parlais, créer petit à petit de la conscience de l'organisation sur elle-même, de ses dysfonctionnements, mais aussi d'autres chemins et d'autres possibles quant à sa façon de faire ensemble. Hmm. Ok, avant d'aller plus loin sur justement un peu la dynamique, on verra dans l'étape d'après, c'est déjà compléter toutes ces listes de manière juste observation, cette liste mode d'action. Donc on a parlé j'ai vu dans le chat là, parce que j'ai enfin réussi à ouvrir le chat, qu'on peut partir. Il y a aussi toutes ces logiques, même si on est encore dans ce monde de la confrontation, hein, mais de la grève, de l'envoi du mail collectif, du ras-le-bol. Tous ces moyens qui permettent à un moment que la personne dans un système qui selon elle, est en train de se dégrader ou de dériver vers quelque chose d'insupportable ou de pas souhaitable, va pouvoir quand même exprimer quelque chose. Après, ce quelque chose, est-ce qu'il va être entendu? Est-ce que ça va générer une transformation? C'est là où c'est autre chose et c'est bien dommage. Mais j'ai envie quand même de garder dans cette logique de systémique, c'est pas que les aspects positifs ou acceptables ou chouettes, c'est tous ces moyens d'action qui ont une influence sur le système. Ne serait-ce que aussi dans cette logique implicite de je viens tous les jours, je fais la gueule et je pointe du doigt tout ce qui va pas, c'est et chiant et utile. Parce que quelque part, c'est aussi un symptôme que le système peut entendre ou pas. Euh, Sauf si, bien sûr, c'est fait à des fins juste mal intentionnées, mais en tous les cas, ça fait partie, en fait, des éléments de ce système en interaction. Est-ce que Je ça fais vous donne sens. envie d'autres contributions? Ouais, Elise?
Oui, Gaëlle, elle dit, je fais semblant de travailler. Mm. Ça me fait rire. Gaëlle partage comment rendre les dirigeants réceptifs, démultiplier les formations à l'écoute active, à la CNV, pour ouvrir le dialogue, faire bouger les lignes. Effectivement, et après, sans tomber dans ce que tu disais, Romain, au départ, de OK, on met des cours de yoga et du coup, on peut faire passer à côté des choses qui ne sont pas forcément très chouettes. Donc, moi, ça m'évoque aussi, c'est à quoi je participe en tant qu'individu, hein, sur l'individu. Est-ce que c'est OK pour moi? Enfin, moi, je pense souvent à Hannah Arendt et au procès d'Eichmann, au Mm. service de quoi je me mets. Et voilà, se reposer aussi parfois cette question. Enfin, moi, je me la pose régulièrement. C'est pas toujours évident d'être confronté aussi aux réponses à cette question. Après, Mm. ça mène à une phrase que j'ai vue aussi qui était je me casse. Hein. Et effectivement, ça peut être je lâche, je m'en vais parce que voilà, et je vais voir ailleurs. Hein. Mais ça pose toujours la question de est-ce que je peux? Est-ce que je peux lâcher? Est-ce que je peux me casser? C'est-à-dire d'où on parle et de quelle organisation parle-t-on? Est-ce qu'on parle uniquement des organisations de nos systèmes dits alternatifs ou qui sont dans cette volonté de faire autrement? Ou est-ce qu'on parle de l'intégralité des systèmes existants dans notre société et des gens qui y vivent et qui sont contraints dans la majorité des cas, Mm. enfin, qui ne peuvent pas partir comme ça, quoi. Mm. Et j'aime bien aussi ce qu'amène Célia, déconstruire les discours dominants par le questionnement. Le pouvoir des questions, pour moi, il est aussi hyper important. Rien que poser une question de mais vous êtes sûr là, vraiment, c'est vraiment ça que vous voulez faire? Rien que Mm. ça, je trouve que c'est un pouvoir énorme qui peut paraître anodin, mais qui est vraiment Ah, intéressant. non. Mm. À quoi je Oui, c'est la contribue? question de, mais c'est quoi le sens là de ce que la décision que vous avez prise? Yes. Moi, je trouve que essayer d'empuissancer en fait ce qui est en germe et ce qui me semble être aller dans le bon sens. Bon, alors ça ne restera qu'un point de vue, mais euh, on parle souvent de la stratégie des alliés quand on accompagne, c'est-à-dire comment est-ce que plutôt que d'essayer de convaincre ceux qui sont contre, j'essaye plutôt de mettre de l'énergie à faire avec ceux qui sont dans cette voie de changement ou d'évolution, tout en écoutant ceux qui sont contre. Hein. Ça ne veut pas dire de les évincer, mais ça veut dire essayer de leur donner moins de place. Et ça peut m'amener à regarder ce que tu disais, Romain, c'est-à-dire quelle est la place que je donne à l'intérieur de moi, à mon propre contre, à ma propre opposition, au contre du contre, hein, parce que là, du coup, on rentre dans des boucles qui sont du coup pas vertueuses et qui sont des boucles de bataille qui soit vont monter en agressivité, voire en violence, soit vont me demander et demander à l'organisation beaucoup d'énergie et qui risque de pas être très productive. Bon, après, quelle est la limite? Encore une fois, on peut se poser la question à quel moment il faut vraiment que je tape le poing sur la table ou que je prenne les armes, entre guillemets, c'est une image, mais Mm. et Et dois-je le faire? Je ne sais pas. alors, Voilà, Valérie pose la question, excuse-moi Romain, elle dit voilà, si on parle d'un système au niveau d'un pays comme la France par exemple, comment ça se pourrait se manifester ces influences individuelles pour ouais. transformer le collectif? Alors justement, on a une partie à la fin du webinaire pour faire ces ponts avec au-delà d'une organisation, comment on peut de manière fractale avoir cette même discussion sur la façon dont le système évolue, plus global. Donc je propose de garder cette piste pour la fin. Et justement, on en a déjà un peu parlé, mais on va commencer à se poser ces questions maintenant de dynamique. Quand je dis dynamique, c'est que un peu ces logiques de boucles qui peuvent être des boucles vertueuses ou des boucles, alors je sais pas quel est le contraire de vertueux, mais qui serait quelque chose de dégradant, de dégradant pour le système ou pour les personnes, donc qui irait plutôt vers le bas. Euh, donc maintenant qu'on a mis un peu en évidence tous ces éléments du système, on va regarder comment ces boucles de rétroaction peuvent fonctionner. C'est parti. Peut-être Laurent, pour lancer le sujet, tu peux revenir sur ce que tu disais au début sur ces logiques de boucle. Euh, oui, je ne saurais pas quoi dire vraiment de plus que ce que j'ai notifié, mais en fait, là, plus on avance un peu dans le sujet, puis ça me questionne à l'intérieur de moi, et quand j'essaie de revenir voir vraiment à mon expérience, qui est donc petite expérience à l'intérieur d'une petite organisation, alors il y a mon expérience globale, mais si je prends celle de l'Université Luno, euh,
qui des fois est encore à des moments dans des logiques qui sont crispées sur sa propre évolution, sur son propre changement. Euh, Moi, il y a vraiment quelque chose qui a été pour moi et transformant pour moi, en tout cas qui m'a demandé quelque chose de venir vraiment bouger des choses à l'intérieur de moi et qui potentiellement ouvre de façon modélisante à quelque chose pour l'organisation, c'est de me taire, hein. C'est-à-dire finalement faire silence à plein de moments a été un apprentissage. C'est-à-dire faire silence quand je suis pas d'accord, faire silence quand je suis touché. Alors pas tout le temps, hein, c'est pas du systématisme, hein, c'est pas tout le temps faire silence, mais en tout cas dans une organisation comme l'UDN et dans la place que j'y avais, moi j'ai vraiment appris à faire silence. Et faire silence, ça veut dire donner de la place, me donner de la place pour écouter finalement aussi un peu dans le temps, c'est-à-dire pas être pressé, donner de la place à m'écouter moi, à écouter ce qu'il y avait en moi ou à écouter ce que pouvaient vraiment dire les autres derrière même leurs mots et peut-être même plus loin, qu'est-ce que l'organisation était en train de dire dans sa place dans le système plus large. Euh, voilà, Lolo, donc ça, ouais. on a une partie à la fin sur qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui a changé. Donc là, je t'inviterai à aller voir dans ce que tu dis. Finalement, c'est quoi la dynamique qui a permis ça? C'est-à-dire que, par exemple, c'est quoi les choses qui ont bougé dans l'UDN qui t'ont permis, toi, d'accéder à cet espace nouveau de OK, maintenant j'apprends à me taire, tu vois. En fait, comment on peut regarder comment l'un bouge l'autre? Donc, tu saurais, par Ouais. exemple, identifier qu'est-ce qui a changé dans l'UDN qui fait que ça t'a permis, toi, de changer? Ou ce qui a Alors ouais, changé? il y a une chose qui me vient, c'est que l'UDN, ou en tout cas les personnes qui composent l'UDN, euh, se sont autorisés à un moment à me confronter fort. Alors, j'y avais une place particulière. Je suis personne source. Euh, J'y avais finalement une forme d'autorité, une forme de pouvoir implicite, naturel ou pas naturel, je ne sais pas, ou en tout cas quelque chose de très influent. Et le fait d'avoir une organisation qui, même au-delà de ses membres, hein, de façon un peu globale, euh, a, s'est autorisé à venir me confronter, des fois bien, des fois moins bien, mais dans l'autre sens, ça a été exactement la même chose, hein, donc c'est pas du reproche, mais ça, et à le faire de façon régulière, et à le faire bien, en fait, plus ça a été, plus l'organisation et ses membres ont une capacité de confrontation les uns avec les autres, et notamment sur quelqu'un comme euh, moi qui m'a aidé. Qui m'a d'abord mis dans la colère ou dans la réaction, mais qui m'a aidé doucement, effectivement, à faire silence. Yes. Moi, ce qui me vient quand je réfléchis à ces boucles, tu parlais de boucles vertueuses, c'est par exemple le fait que l'organisation, on l'a dit un peu avant, c'est encore faut-il que si j'exprime quelque chose, l'organisation l'entende et qu'il y ait quelque chose qui change. Pour moi, ça, c'est typique de ces boucles. C'est-à-dire que si à un moment j'ai exprimé un avis, j'ai émis des réserves, et que c'est pas entendu et que ça se reproduit plein de fois, ben, il y a un moment, je vais juste me taire en fait et dire ok, ben, et je vais lâcher, ou je vais partir, ou je vais un peu faire semblant de travailler, ou je vais. À l'inverse, si ce que je dis a de l'impact et que je vois que ça change, en tout cas pas forcément tout de suite, mais en tout cas c'est entendu et qu'à un moment ça vient contribuer à une évolution, ben, ça va vraiment m'appeler à continuer, voire même ça va me mettre face à ma responsabilité. C'est-à-dire que si ça se passe mal, si je considère qu'il y a des choses qui vont pas, et que moi, j'agis pas par rapport à ça, eh ben, j'en deviens responsable parce que je peux pas dire, bah non, mais en fait, quand je dis un truc, ça change rien. Donc voilà un type un type de boucle dont je parlais de, de, Hmm. de comment comment l'un nourrit l'autre et c'est aussi un processus qui fait que du coup, ça se renforce ou pas. Est-ce que ça Alors vous moi, dans ce que tu dis, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, ce que je trouve qui a été une boucle vertueuse, c'est le respect mutuel. Alors ça fait partie de l'écoute, mais des fois, il y a des choses qui ont été pas reconnues sur le moment, mais qui le sont par la suite. Et je sens une organisation et des gens qui sont capables de revenir sur des choses avec, bah là, je me suis trompé, là, j'ai eu tort, là, j'ai mal agi, là, je t'ai mal parlé. Enfin voilà, cette capacité aussi à pas s'enfermer
dans mon erreur et de ne pas pouvoir et de ne pas oser la dévoiler comme étant. Mm. Est-ce que l'affect est un facteur soutenant selon vous? Alors, qu'est-ce que tu appellerais par l'affect? Je suis pas sûr de bien saisir la question ou le. Ouais, qu'il y ait davantage que des relations pro, c'est-à-dire presque. Ouais, affective, en tout cas, qu'il y ait un sentiment de relation forte entre les personnes. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je dirais les deux. C'est soutenant parce qu'effectivement, ça crée plein de choses. Ça crée de la solidarité, ça crée du soutien mutuel, ça crée de la compréhension. Enfin, ça autorise et ça permet tout ce qu'on disait auparavant, jusqu'à un certain endroit où on retombe dans des systèmes. Alors là, je parle pour des organisations qui seraient. Nous, on a souvent dit qu'on se sentait un peu en famille, et c'est chouette, et en même temps, ça crée des limites qui sont le fait de s'engouffrer dans un trop-plein émotionnel, hein, où le niveau émotionnel est systématique, est tout le temps, et qui des fois nous empêche juste de bosser, en fait. Alors moi, je l'ai vraiment perçu. Euh, donc, je dirais oui, et en même temps, je trouve qu'il y a un curseur à ajuster. Et Mm. que moi, les personnes avec lesquelles je travaille sont aussi des amis, et en même temps, il y a des endroits où j'essaie de regarder que, et ce sont aussi des collègues. Mm. Moi, ce que ça me dit, c'est que effectivement, dans cette dimension affective, ça parle d'un élément clé pour moi dans la dynamique qui est l'engagement. L'engagement dans l'organisation, mais aussi l'engagement dans la relation, donc la proximité, la densité des liens qui fait que je me sens à la fois appartenir à et donc du coup être pleinement responsable du devenir commun. Et aussi dans plus de facilité à dire parce que voilà, je suis pas en train de jouer en permanence ma survie sociale dans ce groupe ou l'acceptation. Voilà, je sais que je suis accepté comme je suis et que moi je peux être qui je suis dans ce groupe parce qu'il y a ce niveau de confiance. Mais à l'inverse, l'affect peut aussi jouer à ce moment-là dans quelque chose qui va être plutôt un frein, c'est que plus j'ai d'affection pour une personne, potentiellement, je peux ressentir de la peine à dire des choses difficiles ou à faire des choix qui, je sais, sont ben, contraires à ce que cette personne-là souhaiterait, qui seraient au service de l'organisation, mais qui ne seraient pas forcément en ligne avec ce que je connais de cette personne. Et là, c'est vrai que c'est hyper dur. Et notamment, je pense à des questions de licenciement, qu'on est dans des pratiques collectives de responsabilité partagée, et il faut se séparer de quelqu'un ou recadrer quelqu'un. Ça, c'est hyper difficile parce qu'à partir du moment où il y a de l'affect, c'est très, très lourd. Euh, et en même temps, voilà, ça fait partie de la maturité d'un groupe ou de pouvoir aller à ces endroits-là. Mais c'est vrai que ça va pas forcément aider à faire cette action. Et du coup, Romain, je me dis que ça invite peut-être à poursuivre dans la présentation pour Ouais, être aussi en conscience du temps. ouais, Et je pense que ça fait une belle transition vers les limites et les nuances. tout à fait. Merci. Donc, les limites et les nuances du concept, il y a j'ai trouvé cette image de la clé et du cadenas dans le sens se dire en fait finalement le, il faut voir tous ces éléments, que ce soit la gouvernance partagée ou n'importe quelle chose qu'on met en place comme une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est pas parce qu'on met en place un système, par exemple, qui serait euh, de nature à donner du pouvoir aux personnes, que ces personnes vont pouvoir s'en saisir, parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes égaux euh, dans notre chemin d'émancipation, ou dans notre leadership, ou dans notre capacité à décider ou à prendre ses responsabilités. Euh, et, et voilà, le risque pourrait être que si on ne fait pas attention à ces différences-là, ben, un système, par exemple, qui donne du pouvoir profitera toujours un peu aux mêmes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu ce chemin dans leur vie d'accès à ce pouvoir, ils vont pouvoir s'en saisir
pleinement, quand d'autres auraient peut-être besoin de plus d'accompagnement, plus de temps, s'il n'y a pas voilà, ces éléments un peu aussi de conscience sur ces limites. Est-ce que vous voyez d'autres euh, limites ou illustrations de ce que je viens de poser? Moi, je soulignerai 3 fois ce que tu dis, peut-être en l'illustrant un petit peu, mais effectivement, le fait d'être. Je prends par exemple, on parle beaucoup ici là de communication, de capacité à se parler, à se dire, etc., etc. Vraiment, on n'est pas tous au même endroit, quoi. On n'est pas tous et toutes au même endroit. Euh, Finalement, le verbe est dans ce type d'organisation qui est très dans justement donner la parole. On fait des tours de cercle, chacun peut s'exprimer, patati patata. Oui, mais chacun n'a pas du tout la même capacité à s'exprimer, à manier le verbe, qui devient une arme de pouvoir, en fait, clairement. Alors, soit on vire sur des organisations qui seraient finalement très élitistes, en tout cas à cet endroit-là, puis il y a plein d'autres d'ailleurs. Euh, Soit il y a cette conscience-là, et je ne sais pas quel est le remède exact, si ce n'est d'être aussi dans cette acceptation qu'on parlait de rythme tout à l'heure, que est-ce qu'on est dans une organisation qui se donne, je dirais, l'objectif de tenir un rythme qui soit tout le temps en lien avec sa réalité économique, de développement ou de nécessité ou des contraintes extérieures, ou est-ce qu'on est aussi dans ce compromis systématique, ou en tout cas, si ce n'est pas un compromis, en tout cas, c'est d'essayer de trouver l'endroit ajusté dans son rythme pour dire on tient compte aussi du rythme de chacun de chacune, qui ne sera pas forcément le rythme de l'organisation quant à ses contraintes extérieures et qui devra faire face à plus lent, moins de. C'est, pour moi, ça, c'est une vraie question, une vraie tension qu'on vit tout le temps, en fait. Hmm. Moi, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, vraiment, parce que j'en avais pas conscience, et quand on se ramène à cette vidéo dont tu parlais, je crois que vraiment j'étais dans ce manque de visibilité. Moi, j'avais vraiment cette idée que à partir du moment où on donnerait un processus de décision collective à chacun, chacune, je parle de relation d'équivalence au pouvoir dans cette vidéo, mais de quelle relation d'équivalence parle-t-on? Parce que fondamentalement, j'étais dans, bah, tu as le même droit d'objection que moi, donc en fait, tu as le même pouvoir que moi dans cette organisation, ce qui était complètement faux, de par ma position, de par mes privilèges, de par qui j'étais, de par le fait que j'étais un homme, de par le fait que j'étais plus âgé, enfin, il y a eu énormément de facteurs qui faisaient que non, l'idée même de dire nous sommes en relation d'équivalence au pouvoir parce qu'il y a un processus qui le permet et qu'on le tient bien et que véritablement il y avait une vraie sincérité quant à le tenir profondément et de façon la plus propre possible, puisque des fois ces processus sont mal utilisés, mais en tout cas nous on essayait de le faire au mieux, ça ne veut pas dire qu'on les utilisait bien, mais en fait c'était une hérésie, puis c'était extrêmement violent pour des gens à qui je disais mais vas-y, objecte si t'es pas d'accord, et ça c'était faux en fait. Hmm. Alors, dans les contributions, là, je vois que effectivement le verbe semble être, enfin, le fait de manier le verbe plutôt, peut être un élément un peu, comment dire, sur lequel on n'est pas tous égaux, et qu'en même temps, les organisations peuvent aussi contribuer. C'est-à-dire que ça s'apprend, il y a aussi des formations dans la communication, il y a aussi des éléments qui peuvent être mis en place justement toujours dans cette logique de boucle pour permettre à ce que les personnes puissent contribuer à l'évolution de l'organisation. Quelle formation je peux mettre en place pour permettre ça? Ça peut être aussi juste nous, c'est ce qu'on commence aussi à toucher et il nous a fallu 15 ans pour arriver à cet endroit-là. En fait, on a besoin de se former sur les mécanismes des oppressions systémiques, sur les notions de privilèges, de préjugés. Parce qu'en fait, naturellement, on a des autoroutes qui se mettent en place, comme toute organisation, comme toute personne, et qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas quand on est focalisé comme ça sur nos habitudes, notre fonctionnement, euh, et que, ben oui, une intervention extérieure, une formation, quelque chose qui permet à un moment de débrancher la machine et de regarder autour de soi des éléments euh, euh, plus profonds et qui peut-être s'expriment du coup moins facilement, peuvent être vraiment aidants. Alors tu vois, moi je pense qu'une des clés
euh, en lien avec les limites dont on parle, c'est effectivement de faire intervenir un tiers. Pour autant, bon, alors je prêche pour notre paroisse puisqu'on accompagne, mais le, le, le fait d'avoir un tiers qui est aussi choisi pour sa capacité à confronter l'organisation, les individus, mais l'organisation, et que l'organisation accepte d'être confrontée, parce que nous, on le vit, à partir du moment, souvent, quand on accompagne, on devient trop confrontant pas forcément parce qu'on a raison, mais confrontant dans l'idée de dire, attends, on va aussi regarder à d'autres endroits, bah, on est souvent éjecté. C'est comme l'individu qui change de psy, bah, à partir du moment où il tombe où il commence à être confronté à un endroit qui fait mal, qui est douloureux, et qui n'a pas envie d'être regardé, on s'arrête ou on change. Voilà. Donc là aussi, à partir du moment où on décide d'être accompagné par un tiers ou des tiers, euh, à qui on demande cette confrontation bienveillante, bien sûr, hein, mais qui on demande cette confrontation, et qu'il n'y ait pas une personne qui soit en capacité, qui ait le pouvoir de dire, bah non, finalement, on change d'intervenant, mais qu'il puisse là aussi y avoir quelque chose de collectif quant alors, au-delà du choix de l'intervenant, mais en tout cas, le choix de perdurer avec ce même intervenant me semble un truc hyper important. Alors, je vois qu'il y a des contributions que j'ai envie de souligner. Euh, je vois notamment qu'Aurélie limite l'entre-soi. Peut-être tu peux prendre la parole pour nous exposer ce que tu entends par cette limite et la nuance que tu y associes. Je sais pas si Coralie est... Ouais, ça y est. Ouais. Merci. Bah, le fait que quand on a des compétences équivalentes, ça aide, ou des repères communs ou des codes communs, voire Mm, une classe sociale commune, et que du coup c'est excluant pour la diversité mm. et que du coup, plus on a d'attentes que certains soient comme ci ou moins comme ça, et plus ça crée une tension et du coup, moins de coopération, j'imagine. Ok. Ah, merci. Ouais. Donc il y a cette limite de ce que j'entends, c'est que la... enfin, je vais plus loin que ce que tu dis, enfin plus loin, je sais pas si c'est plus loin, mais en tout cas, je tire le fil pour moi. Ça m'évoque que si on est dans un entre-soi, la diversité de points de vue fait que les évolutions possibles du système sont limitées par cet entre-soi. Alors, c'est peut-être autre chose que ce que tu disais, mais moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire, si on reste dans un collectif qui est constitué de personnes très semblables, eh ben, il va pas pouvoir évoluer énormément, étant donné que les personnes qui le constituent auront toujours finalement les mêmes tendances aux mêmes formes d'évolution. Avec des angles morts parce que l'entre-soi. Yes. Mm. Ouais, et en même temps, un collectif ou une organisation avec sa culture a plutôt tendance à attirer un certain type de personnes qui lui ressemblent. Enfin, je suis hyper d'accord et en même temps, je sais pas trop comment on fait parce que l'identité même, et d'ailleurs, plus on a une organisation qui a une identité forte, elle attire effectivement un certain type de personnes. Mm. Cela dit, dans ces types de personnes, moi, ce que je constate, et j'ai pu le constater dans l'université du Nou, euh, qui n'avions à certains endroits aucune diversité, puis à d'autres une grande diversité finalement. Dans le aucune diversité, plutôt blanc bobo, à peu près CSP+, voilà. Si je fais un peu court, ce qui a tendance à évoluer parce on a on a eu cette conscience et donc on n'a pas vraiment mis en place des choses, mais le fait simplement d'avoir cette conscience et de dire en fait il faudrait sortir de cet entre-soi et aller vers la diversité amène de la diversité. Mais de l'autre côté, il y avait une diversité, j'ai envie de dire psychologique, j'ai envie de le dire un peu comme ça, ou en tout cas de personnalité plutôt que psychologique, euh, qui ont fait quand même à des endroits, ça nous a évité de tourner en rond. Mm. Et je nous invite à aller voilà, vers les derniers éléments de partage sur ces sujets où on ouvre plein de boîtes. Hein, ça donne envie de partir très très loin. Mais là, voilà, en conscience du Ah, tout temps, à fait. prendre Merci. soin.
aussi Je voudrais dire de... juste merci Élise, j'aurais dit juste une chose parce que ça a été noté je l'ai vu rapidement là dans le chat, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est en train de dire, à mon sens, a une conséquence économique forte. Euh, Moi, je vois, nous sommes une organisation, l'Université du Doubs, mais je le vois dans plein d'organisations qui sont dans les mêmes volontés que nous, du champ de l'ESS ou quoi. On a des coûts internes qui sont très lourds parce que justement, on veut une organisation qui permette de la formation, des espaces de parole, de l'accompagnement, de la régulation, de la créativité, du créer du nous, enfin, tout un tas de choses. Mais tout ça coûte, bien entendu, du temps et donc de l'argent, et des fois même de l'argent direct, souvent. Et donc, on a des organisations qui se retrouvent avec des coûts internes qui sont élevés et qui sont répercutés sur un modèle économique qui, lui, en revanche, souvent, parce que nous sommes militants engagés, etc., ont un modèle économique de rentrée qui est moins élevé qu'une organisation classique. Et là, on se retrouve sur une tension économique qui pose question. Hmm. Et ce qui permet de boucler juste avec cette notion de dynamique, c'est que du coup, ça marche. Ce coût, en fait, il est acceptable si l'organisation elle considère comme une richesse ou cette capacité à être transformée par les personnes qui la constituent. C'est-à-dire, s'il y a une vision un peu, en fait, il y a une autoroute et il faut que les gens y rentrent dans cette autoroute, ben, ce coût, il va être insupportable parce qu'en fait, il n'a pas de sens. Alors que par contre, s'il y a plutôt une vision de euh, mon chemin en tant qu'organisation sera constitué de toutes ces contributions qui vont me faire évoluer et qu'il y a cette logique un peu d'agilité qui est recherchée, ben là, du coup, c'est un investissement quelque part. Ok, j'arrête, Élise, promis. Ouais. La GP, qu'est-ce que cela transforme? Laurent, on a déjà parlé un petit peu. Est-ce qu'il y aurait quelques contributions rapidement pour dire finalement, en ayant vécu ce processus, qu'est-ce que, selon vous, ça a transformé en vous? Et puis après, on va clôturer ce webinaire. Et en même temps, si Anne-Laure, tu veux bien nous partager ta facilitation graphique, comme ça remet en visibilité l'ensemble des échanges partagés et en gardant cette question, l'AGP, qu'est-ce que ça transforme avec la captation de tout ce qui s'est dit par Anne-Laure? Ouais, je veux bien partager. Est-ce que Romain, tu peux enlever ton partage pour que je puisse Ouais. partager, s'il te plaît? Ouais. Merci. Alors, tac, ça y est. Merci. Et donc, avec cette question d'AGP, qu'est-ce que ça transforme? Plein de partages. Je suis sortie du j'ai raison. Ça éveille les consciences. De la douceur. De la douceur. Mm. Waouh, génial. Bah, tu es de plus en plus forte, Anne-Laure. Waouh, ouais, c'est super. Transfo profonde pour moi, aide pour prendre ma place, humilité, coopération, Patience. en équivalence du sens, Ouais, des coups. peut-être ouais, Oui, vas-y, vas-y. sur cette fin, ouais, il y a un endroit où aujourd'hui, ne serait-ce que le terme, je trouve que souvent on emploie des termes qui sont quand même, enfin, tu vois, est-ce que je me suis transformé ou est-ce que je dois me transformer? C'est des... Non, je ne crois pas que je me transforme. Au fond, quand je me regarde dans mon évolution, bon, bah, oui, il y a des endroits où je bouge, où je change, où j'ai moins peur, je suis plus tranquille. Bon, est-ce que de là à parler de transformation, voilà, je voudrais juste mettre en perspective que souvent on emploie, mais nous-mêmes, hein, l'UDN en premier lieu, des termes qui me paraissent être souvent très puissants et probablement des fois un peu effrayants pour beaucoup de gens, quoi. Voilà. Mais qui sont signes, je crois, d'une grande envie de, de, de- d'avoir des impacts forts, en fait, et puis aussi d'une conscience de l'urgence dans laquelle on est, des difficultés auxquelles on fait face, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, vivre dans une organisation qui me donne les moyens, effectivement, d'affiner ma conscience, de m'élever en conscience, et je suis d'accord avec tout ce qui est dit dans le chat, là, hein, mais voilà, je nuancerai un peu le mot transformation. Yes. Et notamment celui qui m'a emmené à dire au départ,
on va se transformer, on va transformer le monde. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas je n'ai pas l'ambition de transformer le monde, pas du tout. J'essaie juste de faire un peu ma part, mon petit bout à moi, d'essayer de m'ajuster, d'être un peu meilleur moi-même, hein, et de créer une organisation ou d'être à l'intérieur d'une organisation qui est un peu meilleure, un peu tous les jours. Mais voilà, c'est déjà énorme en fait. Yes. Mm, Bon, désolé pour mm. le timing. Là, on arrive à la fin. Il est 59. On n'aura pas fait la dernière partie sur les perspectives, mais peut-être que ça sera le sujet d'un prochain webinaire. En tous les cas, on va vous laisser avec Oui. cette question de et si tout ce qu'on a dit là, de manière fractale, pouvait se transposer à la société. L'idée, c'était un peu si on considère que les organisations sont des personnes dans un système plus large, finalement, peut-être que plein de choses qu'on s'est dit là pourraient aussi nous aiguiller sur comment on peut contribuer à l'évolution de notre société, du monde, et puis comment cette évolution aussi a de l'impact sur nous. Élise, je te donne la parole pour donner les messages d'infos sur les activités, les événements. Si ça Oui, merci, parce que vous- donc on est très content d'ouvrir ces espaces plus largement. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour soutenir les projets d'UDN et notamment des prochains podcasts qui arrivent. Vous pouvez aller sur le Fonds d'action, je vous ai mis le lien dans le chat où nous avons prochainement des podcasts, des conférences interactives à venir, notamment le 13 février toute discriminante, ah non, pas moi, avec Nathalie Achard et donc l'UDN. Et puis, je vous laisserai découvrir la suite du programme. Et puis aussi, eh bien, sur tous nos événements, les prochains webinaires thématiques, vous retrouvez tout sur cette page de nos événements aussi sur le site. Et donc, voilà, pour continuer ensemble à transformer en commençant par nous, Et ou peut-être pour peut-être Élise, en te allant donner moins loin les dates. que la transfo. Les Mais prochaines oui, dates de webinaire, on a commencé à oui, travailler sur le programme 2025, donc je reprends le donc, rôle tout à fait. en Donc, le 9 2026. janvier, rendez-vous avec Martine sur le corps et nos rapports d'interaction. Et le 6 février, ce sera avec Emmanuel Faye sur Ego qui parle en moi Yes. pour démarrer 2025. Un grand merci pour vos participations. Merci Anne-Laure pour la qualité de tes visuels. Merci Laurent, merci Romain, merci à tous et toutes. Bonne fin d'année, à l'année prochaine. Ciao, ciao, Bon, merci Merci, à beaucoup. bientôt. À vous retrouvez bientôt. l'AFG et le replay sur aussi le site de l'Université du Nou, dans les N'hésitez articles. pas à nous laisser vos feedbacks en chat, vos commentaires sur ce webinaire. Aidez-nous aussi à évoluer, à progresser, à À nous nous partager, transformer. nous transformer. Transformez-nous. Et Voilà. bonne route. Salut Elise, hein. Salut Merci. Salut, ça Célia, fait super Gaël, plaisir Renaud. de voir tout Ciao. le monde. C'est trop chouette. Bye. Merci. Et c'est sympa, hein. La vision collective chez Agnès, là, c'est chouette, tous ensemble. C'est super. Wouhou. Yeah. Ça, c'est une bonne idée aussi. On a eu des problèmes de son, mais on est ravis d'être là. C'est très sympa. Donc, on a voilà, des feedbacks. Ouais, Est-ce que Romain, tu peux arrêter l'enregistrement? Je ne pense pas que je puisse le faire du coup.